Pas un seul membre de ma famille, absolument aucun, ne s'est présenté à mon mariage. Pas mes parents. Pas même mon meilleur ami. Ils ont tous choisi, à la place, d'assister à la fête de fiançailles de ma sœur. Alors que nous coupions le gâteau, mon téléphone s'est éclairé, affichant un message de ma mère, « Nous devons parler, maintenant ». Ce message était suivi de 43 appels manqués. Le titre résume assez bien la situation. Mais accrochez-vous bien, car cette histoire contient tout, une trahison familiale, une chasseuse de dot dont les plans ont tourné à la catastrophe, et une vengeance si parfaitement exécutée, qu'elle devrait être enseignée dans les écoles de commerce. C'est une longue histoire, mais je vous promets, chaque mot vaut la peine d'être lu. Prenez du popcorn. Un petit rappel sur moi, car le contexte est absolument crucial, pour comprendre ce qui va suivre. Je m'appelle Alex, j'ai 32 ans aujourd'hui, mais cette explosion nucléaire s'est produite quand j'en avais 29. Je suis gestionnaire de projets de construction, et je me suis hissé au sommet en partant de rien, à force de détermination, et de travail acharné. J'ai grandi dans un foyer, solidement ancré dans la classe moyenne, où mes parents prêchaient constamment l'idée de travailler dur, et de mériter tout ce que l'on obtient, par un effort honnête. Je suis allé dans une école de métier, plutôt qu'à l'université. J'ai commencé comme simple ouvrier, payé au salaire minimum. J'ai gravi les échelons, en passant par tous les postes imaginables, électricité, plomberie, entrepreneuriat général, supervision de chantier, et contrôle qualité. Ma sœur, Jessica, a 2 ans de moins que moi, et n'a littéralement jamais travaillé un seul jour de manière légitime, durant toute sa vie de privilégiée. Elle a compris très tôt, qu'en étant conventionnellement attirante, et en sachant exactement comment manipuler les gens émotionnellement, on arrive bien plus loin qu'avec l'effort réel, le talent, ou le développement de compétences concrètes. Elle a sauté d'un petit ami riche à l'autre, depuis le lycée, toujours à la recherche acharnée de la prochaine amélioration financière, et d'un compte en banque plus garni. Mes parents adoraient ce schéma, car elle ramenait constamment à la maison des hommes, avec des salaires impressionnants, et des titres de poste prestigieux, ce qui les valorisait socialement. Je suis avec ma femme, Sarah, depuis notre rencontre dans un cours du soir à l'université communautaire, il y a 7 ans. C'est une infirmière diplômée, qui se soucie vraiment d'aider les gens, et qui travaille incroyablement dur, pour tout ce qu'elle possède. Nous avons tous les deux fait des sacrifices, et lutté pendant des années, pour construire ce que nous avons aujourd'hui, grâce à une planification minutieuse, et une grande discipline. Pas de coup de pouce, pas de fonds fiduciaires, pas de parents riches signant des chèques, juste de la pure détermination, un travail honnête, et des décisions financières intelligentes. Voici l'histoire détaillée, de la façon dont ma famille entière a choisi les futilités superficielles de ma sœur, au détriment du jour de mon mariage, et comment, exactement, je les ai fait regretter cette décision, d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Il y a 2 ans, j'étais en pleine planification de mon mariage avec Sarah. Nous étions fiancés depuis 8 mois, et nous avions réussi à économiser 18 000 €, pour une très belle cérémonie, grâce à un budget serré, et de nombreuses heures supplémentaires. Rien d'extravagant, ni d'excessif, mais nous voulions que notre journée spéciale soit mémorable, et significative, pour toutes les personnes impliquées. Nous avions envoyé des save the date détaillées, dès le mois de janvier, pour notre date de mariage fixée au 15 septembre. À ce moment-là, Jessica sortait depuis environ 6 mois avec un banquier d'affaires, nommé Tyler. Ce gars représentait tout ce dont mes parents avaient jamais rêvé, pour leur fille. Diplômé d'une université prestigieuse, il conduit une BMW coûteuse, qui vaut plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Il travaille dans une grande firme financière, en plein centre-ville, gagnant plus de 200 000 € par an, sans compter les bonus substantiels. Jessica publiait déjà des photos Instagram, incroyablement gênantes, dans des restaurants chics, avec des légendes comme « Quand il te traite comme la reine que tu mérites d'être », accompagnées d'émojis de couronne, de diamants, et de hashtags sur sa meilleure vie. Voici ce que vous devez absolument comprendre, sur la position de Jessica dans notre dynamique familiale. Elle a toujours été l'enfant chéri incontesté, et pas de manière subtile. Un traitement de princesse absolue, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'école de métier avec mention, et que j'ai décroché mon premier vrai poste de gestionnaire de projet, mes parents ont dit « C'est bien, mon grand », puis ont immédiatement changé de sujet. Quand Jessica a obtenu son diplôme en communication, après avoir changé de spécialisation 3 fois, ils ont organisé une fête de remise des diplômes élaborés, et ont passé des mois à se vanter, auprès de tout leur entourage,
de leur fille incroyablement accomplie. Elle manque totalement d'intelligence réelle, mais elle s'est convaincue d'être une maîtresse de la manipulation, menant tout le monde à la baguette. C'est le genre de personne qui croit sincèrement jouer une partie d'échecs sophistiquée, alors qu'elle déplace simplement des pions sur un damier, sans aucune stratégie cohérente. En juillet, exactement 2 mois avant mon mariage, Jessica annonce en grande pompe que Tyler l'a demandé en mariage, lors d'un dîner élaboré sur un toit-terrasse, qui a probablement coûté plus cher que mon loyer mensuel. Un développement choquant, n'est-ce pas? Mais voici où la situation devient complètement folle, et où ma tension commence à monter. Elle commence immédiatement à planifier une fête de fiançailles massive, et démesurée, et elle choisit délibérément le 15 septembre pour la date, le jour exact de mon mariage, qui était prévu, annoncé, et financé depuis plus de 8 mois. Quand je l'ai confrontée directement, au sujet de ce conflit évident et délibéré, elle a simplement haussé les épaules, avec désinvolture, en disant « Oh, je n'avais même pas réalisé qu'il y avait un problème avec cette date. » Mais les parents de Tyler viennent de la côte ouest par avion, et c'est littéralement le seul week-end qui convient à tout le monde, enfin, à tous ceux qui comptent vraiment dans nos vies. Tous ceux qui comptent vraiment. Laissez cette phrase s'imprégner complètement, et réfléchissez à ce qu'elle disait réellement. Ma mère a immédiatement commencé son petit numéro habituel, « Est-ce que vous ne pourriez pas, tous les deux, trouver un arrangement ?» Comme si je devais sérieusement envisager de décaler mon mariage, que nous avions méticuleusement planifié, et pour lequel nous avions économisé, juste parce que la princesse Jessica avait soudainement besoin de cette date précise, pour sa fête de fiançailles. C'est juste une fête de fiançailles, leur ai-je expliqué, aussi patiemment que possible. Ces fêtes peuvent avoir lieu n'importe quand dans l'année. Les mariages, eux, sont censés être des événements uniques dans une vie, autour desquels les familles s'organisent. Jessica a littéralement levé les yeux au ciel, comme si j'étais totalement déraisonnable et mélodramatique. Alex, tu es beaucoup trop émotif à ce sujet. Ce n'est pas juste une fête au hasard, que nous organisons à la va-vite. Le père de Tyler est un associé principal dans son cabinet, et tous leurs clients les plus importants seront présents. Cela pourrait être absolument énorme, pour la carrière de Tyler, et pour notre avenir ensemble. Ton mariage, ce n'est que la famille, et quelques amis d'école. Juste la famille et des amis d'école. Mon mariage était balayé d'un revers de main, par son esprit égoïste. Et le pire dans tout ça, mes parents ont immédiatement commencé à hocher la tête avec enthousiasme, comme si ces propos étaient parfaitement logiques, alors qu'ils étaient d'un égoïsme pur. 6 semaines avant la date de mon mariage, j'ai commencé à recevoir des réponses étranges, et évasives, de la part de divers membres de la famille, au lieu des confirmations enthousiastes que j'attendais. Au lieu de confirmer simplement leur présence, comme le font des gens normaux pour un mariage familial, tout le monde disait des choses vagues, du genre « nous verrons comment les choses évoluent » ou encore « nous essayons encore de caler notre emploi du temps ». Ce qui n'avait absolument aucun sens. Mon témoin, Jake, que je connais depuis le collège, et que je considérais comme mon ami le plus proche, m'appelle un soir. Il me dit qu'il doit discuter de quelque chose de très important. Son ton était bizarre, et malaisant. Il s'est avéré que Jessica lui envoyait des messages, sans cesse, derrière mon dos, depuis des semaines. Elle essayait de le convaincre que j'étais totalement déraisonnable, et égoïste, concernant ce conflit de date. Elle lui disait qu'en tant que meilleur ami, il devrait m'aider à être plus flexible, et plus compréhensif. Elle a littéralement tenté de retourner mon propre témoin contre moi, en plein milieu de mes préparatifs de mariage. Le point de rupture absolue est survenu quand mon père m'a appelé directement, un soir, pour me dire « Écoute, fils, la fête de fiançailles de ta sœur est vraiment importante, pour ses perspectives d'avenir, et sa sécurité financière. Peut-être que toi et Sarah pourriez envisager de repousser votre mariage de quelques mois. Vous êtes déjà tous les deux bien établis, et stables dans vos carrières. » J'ai complètement perdu mon sang-froid, et j'ai commencé à hausser le ton. « Papa, est-ce que tu me demandes sérieusement de reporter mon mariage, pour que Jessica puisse faire sa fête le même jour? Ce n'est pas juste une fête au hasard, Alex. C'est une question fondamentale de sécurité financière, et de statut social, pour Jessica. Tyler vient d'une excellente famille, avec des relations d'affaires qui pourraient les mettre à l'abri, pour toute leur vie. Et ma vie à moi, papa? Qu'en est-il de mon avenir, et de ce qui compte pour moi et Sarah? Il y a eu un très long silence, inconfortable, où je pouvais l'entendre réfléchir. Tu t'en sors déjà bien tout seul, fils. Ta carrière est lancée.
tu es financièrement stable et indépendant. Jessica a bien plus besoin de cette opportunité que tu n'as besoin d'une grande cérémonie de mariage. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé que j'étais totalement et irrémédiablement mis de côté dans cette dynamique familiale. Dans leurs esprits tordus, l'ascension sociale sans vergogne de ma sœur avait infiniment plus de valeur et d'importance que mon mariage avec la femme que j'aimais. 3 semaines avant mon mariage, toutes les réponses aux invitations sont arrivées par la poste. Mes parents, Jessica, mes 2 pères de grands-parents, mes oncles et mes tantes, bref, absolument chaque membre de ma famille élargie, avait officiellement décliné mon invitation, avec des excuses polies. Ils prévoyaient tous d'assister à la fête de Jessica, au lieu de mon mariage. Même Jack, mon prétendu meilleur ami d'enfance, m'a appelé seulement 2 jours avant le mariage, pour me lâcher au dernier moment. Je suis vraiment désolé, mec, mais Jessica a des arguments valables. C'est un événement crucial pour leur avenir financier, et ton mariage sera tout de même significatif, et spécial, avec la famille de Sarah pour vous soutenir. J'ai eu envie de traverser le téléphone, et de le secouer, jusqu'à ce que ses dents se déchaussent. Le jour de mon mariage fut, simultanément, le meilleur et le pire jour de ma vie entière, jusqu'à cet instant. Sarah était absolument sublime, et rayonnante, dans sa robe. Sa famille a été incroyablement accueillante, et d'un soutien sans faille, tout au long du processus. Et nos vrais amis, ceux qui sont venus, ont rendu ce moment vraiment spécial, et mémorable, malgré tout. Mais il y avait ce vide immense, cette section entière de sièges vides, là où ma famille, soi-disant aimante, aurait dû se trouver pour célébrer cette étape importante avec nous. Le père de Sarah a même gracieusement proposé de m'escorter dans l'allée, puisque mon propre père avait choisi une fête de fiançailles plutôt que le mariage de son fils. Quand il a chuchoté, « Je suis vraiment honoré de t'appeler mon fils », juste avant que nous n'atteignions l'hôtel, j'ai failli m'effondrer émotionnellement devant tout le monde. Pendant la réception, j'ai continué à vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle, comme un masochiste émotionnel qui ne peut s'empêcher de gratter une plaie. Jessica publiait des stories Instagram, sans interruption, tout au long de la soirée, depuis sa fête. Des sculptures sur glace élaborées, un buffet gastronomique, de la musique live, un photographe professionnel, la totale. Elle a même posté une vidéo de Tyler, faisant un discours émouvant sur la chance et la gratitude qu'il ressentait, à l'idée de rejoindre une famille si merveilleuse et aimante. Ma famille, la même famille qui ne pouvait pas prendre la peine d'assister au mariage de son propre fils, parce qu'ils avaient mieux à faire ailleurs. 3 mois après mon mariage, mon grand-père maternel est décédé inopinément dans son sommeil. Il avait 89 ans, et sa santé déclinait régulièrement depuis plusieurs mois. Sa mort n'était donc pas une surprise totale. Ce qui a choqué tout le monde, et provoqué un drame familial majeur, c'est ce qui s'est passé lors de la lecture officielle du testament. Il s'est avéré que mon grand-père avait observé nos dynamiques familiales, de bien plus près que quiconque ne l'avait réalisé. Il m'a légué sa maison tout entière, une magnifique demeure de style craftsman avec 4 chambres, située dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville, et estimée professionnellement à 485 000 €. Il m'a aussi légué sa collection de voitures anciennes, entièrement restaurées, composée de 3 Mustangs classiques, sur lesquels il avait personnellement travaillé, pendant des décennies, dans son garage. Enfin, il a ajouté une police d'assurance vie de 85 000 €, dont j'ignorais totalement l'existence. À Jessica, il a laissé sa collection personnelle de livres, et un bon d'épargne du gouvernement de 2 500 €, qui dormait là depuis des années. L'avocat de la famille a lu ces informations à haute voix, devant toute la famille réunie, et j'ai vu l'expression de Jessica passer d'une confiance arrogante au choc total, puis à une rage absolue, en quelques secondes. Sa bouche est littéralement restée bée. « C'est totalement impossible !» a-t-elle hurlé. Grand-père m'a toujours dit spécifiquement que j'étais sa petite fille préférée, et qu'il me réservait quelque chose de spécial. L'avocat a simplement regardé ses documents officiels, sans émotion. Monsieur Patterson était extrêmement clair, et précis, concernant ses dernières volontés. Il a d'ailleurs révisé l'intégralité de ce testament très récemment, juste avant son décès. Plus tard, j'ai découvert par ma cousine amie, que mon grand-père avait tout mis à jour exactement 2 semaines après mon mariage. Le vieil homme sage avait méticuleusement noté qui était présent, quand cela comptait vraiment, pour les personnes qu'il prétendait aimer. Mes parents étaient absolument furieux de ce dénouement, et ne cessaient de grommeler sur l'injustice de la chose. Mais il n'y avait absolument rien qu'ils puissent faire légalement, car tout était parfaitement documenté.
Ainsi, soudainement, à 30 ans, j'étais marié à une femme absolument incroyable, qui soutenait mes rêves. Je vivais dans une maison de 485 000 euros, que je possédais entièrement, sans aucun crédit, avec 3 voitures classiques de valeur, et une somme importante de liquidité à la banque. Mais au lieu de simplement profiter de cet héritage inattendu, comme certains l'auraient fait, j'ai pris la décision stratégique de l'utiliser comme une fondation solide, pour construire quelque chose de bien plus grand, et de plus substantiel, pour notre avenir. Ma première décision majeure fut de vendre l'une des Mustangs pour 38 000 euros, à un collectionneur qui l'admirait depuis des années. J'ai utilisé cet argent, ajouté au versement de l'assurance vie, pour verser des acomptes sur 2 propriétés locatives bien situées, dans des quartiers en plein essor. Le marché immobilier de notre région commençait tout juste à s'enflammer, et j'ai réussi à entrer exactement au bon moment, avant que les prix n'explosent. À mon travail habituel, j'étais déjà performant en tant que gestionnaire de projet, et j'avais gagné le respect de mes collègues. Mais désormais, j'avais la confiance, et le coussin financier nécessaire, pour prendre des risques professionnels bien plus importants. J'ai lancé ma propre entreprise de conseil en construction, pendant mes week-ends et mes soirées, en me spécialisant dans les services de gestion de projets pour des rénovations commerciales à grande échelle, et de nouvelles constructions. Le fait d'avoir une maison entièrement payée signifiait que je pouvais accepter des projets avec des délais de paiement plus longs, et casser les prix des entreprises plus établies, tout en conservant des marges bénéficiaires saines. Exactement 18 mois après avoir lancé mon activité secondaire, celle-ci générait plus de revenus que mon emploi de jour, à l'entreprise de construction. J'ai quitté l'entreprise en bons termes, pour me consacrer à plein temps à ma propre structure. À la fin de la 2e année, je gagnais environ 195 000 euros par an, et je possédais 4 propriétés locatives différentes, qui généraient un revenu passif régulier, chaque mois, sans nécessiter beaucoup de gestion directe. Sarah et moi vivions vraiment notre vie de rêve. Nous voyagions énormément, dans des endroits dont nous n'avions fait que lire la description auparavant. Nous organisions des dîners élaborés, dans notre magnifique maison, pour nos amis et collègues. Et nous commencions à avoir des discussions sérieuses, sur l'idée de fonder une famille dans un avenir proche. Pendant ce temps, ma famille biologique m'avait essentiellement rayé de la carte. Pour eux, j'étais le fils ingrat, qui avait simplement eu de la chance avec un héritage qu'il ne méritait pas, et qu'il ne saurait probablement pas gérer. Ce qu'ils ne savaient absolument pas, c'est que je documentais, et enregistrais méticuleusement, tout ce qui se passait concernant notre dynamique familiale. Chaque commentaire acerbe fait derrière mon dos. Chaque réunion de famille à laquelle je n'étais pas invité. Chaque publication sur les réseaux sociaux, où Jessica se vantait de son mode de vie luxueux, tout en lançant des pics subtils, mais directs, sur mon caractère et mes choix de vie. Car les fiançailles de Jessica avec Tyler commençaient à montrer de très sérieuses fissures structurelles, qui devenaient de plus en plus difficiles à cacher au public. Voyez-vous, Tyler avait initialement supposé qu'il épousait une femme trophée, peu exigeante, qui serait reconnaissante pour son soutien financier, et qui ne lui imposerait pas de demandes excessives. Mais Jessica est exigeante à un point absolument extrême, qui frise le délire. Elle a immédiatement quitté son emploi administratif à temps partiel, non pas qu'elle ait jamais travaillé sérieusement de toute façon, et elle s'attendait à ce qu'il finance entièrement son mode de vie, sans poser de questions, ni se plaindre. Nous parlons ici de dîner à 600 euros, plusieurs fois par semaine. Des virées shopping qui coûtent plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Un SUV Mercedes de luxe à 85 000 euros, pour son anniversaire, sur lequel elle a insisté en disant qu'il était pratique. Tyler gagnait certes bien sa vie, à son poste de banquier d'affaires, mais Jessica brûlait systématiquement son argent bien plus vite qu'il ne pouvait le gagner, même avec ses bonus substantiels. Et contrairement au fils à papa qu'elle avait l'habitude de fréquenter par le passé, Tyler devait travailler extrêmement dur, pour chaque euro gagné, et il connaissait la valeur de l'argent. Ma cousine amie, qui était littéralement le seul membre de la famille à maintenir un contact régulier avec moi, me donnait périodiquement des nouvelles détaillées. Elle me racontait comment Jessica vidait systématiquement le compte d'épargne de Tyler, et comment mes parents s'inquiétaient de plus en plus, de voir que le roi aux œufs d'or commençait peut-être à en avoir assez d'être plumé. Au moment où j'ai eu 31 ans, mon entreprise écrasait absolument tous les indicateurs de performance imaginables, dépassant mes attentes les plus folles. J'avais réussi à étendre mes opérations sur 3 marchés régionaux différents. J'employais 12 personnes à plein temps, que je traitais bien, et à qui je payais des salaires compétitifs. J'étais solidement parti pour gagner 320 000 euros cette année-là, avant impôt.
Sarah et moi avions acheté une magnifique maison au bord d'un lac, au Comptant, pour nous en servir de refuge le week-end, et nous avions des discussions de plus en plus sérieuses, sur le fait de fonder notre famille l'année suivante. Pendant ce temps, la vie de conte de fées, prétendument parfaite, de Jessica tombait systématiquement en lambeaux, et elle était bien trop ignorante, et imbue d'elle-même, pour voir la catastrophe arriver comme un train de marchandises. Tyler avait commencé à travailler beaucoup plus d'heures, et à voyager bien plus fréquemment pour ses affaires. Jessica interprétait cela comme un signe qu'il était incroyablement dévoué, à assurer leur avenir financier ensemble. En réalité, comme m'en informait Amy lors de nos cafés mensuels, il évitait désespérément de rentrer chez lui, car Jessica était devenue absolument insupportable à vivre au quotidien, et le harcelait constamment pour de l'argent. Elle s'était transformée en l'une de ces fiancées cauchemardesques, qui croient sincèrement que planifier un mariage signifie dépenser des sommes illimitées, appartenant à quelqu'un d'autre, sans aucune contrainte, ni considération pour la réalité financière. Le lieu qu'elle avait décidé être indispensable pour leur journée parfaite coûtait 55 000 €, juste pour les frais de location de base, sans inclure le traiteur, la décoration, ou tout autre service. Sa robe de mariée de rêve affichait un prix de 9 500 €, dans une boutique de créateurs. Elle voulait une lune de miel élaborée de 3 semaines en Europe, qui coûterait environ 28 000 €, incluant des vols en première classe, des hôtels de luxe, et des expériences gastronomiques raffinées. Les parents de Tyler, qui avaient initialement été totalement charmés par la performance soigneusement élaborée de Jessica, lors de leur première rencontre, commençaient à voir clair dans son jeu superficiel. Lors des dîners de famille, elle faisait des commentaires passifs-agressifs sur le fait que certaines personnes ne comprenaient pas l'importance d'investir dans les relations, ou de maintenir une apparence sociale, et un rang approprié dans la communauté. Le point de rupture est survenu lors du dîner de Noël chez mes parents, auquel je n'étais pas invité, naturellement, puisque j'étais désormais persona non grata. Amy a secrètement enregistré des parties de la conversation sur son téléphone, et m'a envoyé la vidéo plus tard dans la soirée, sachant que je voudrais voir ce que j'avais manqué. Jessica exhibait fièrement sa bague de fiançailles, 4,5 carats, 45 000 € selon ses vantardises constantes sur les réseaux sociaux, et discutait avec enthousiasme de plans de mariage élaborés, avec des détails atroces. Quand la mère de Tyler a posé une question qui semblait innocente, quel genre de travail Jessica fait-elle professionnellement ces jours-ci? Un silence complet, et pesant, a envahi la salle à manger. On aurait pu entendre une mouche voler. Jessica a alors ri avec dédain, en disant « Oh, je suis actuellement entre 2 opportunités de carrière, pendant que je me concentre sur notre relation. Tyler et moi avons décidé, d'un commun accord, qu'il serait bien mieux pour moi de me concentrer entièrement sur la planification de notre vie future, plutôt que d'être distraite par un travail insignifiant. » L'expression faciale de Tyler, dans cette vidéo, était absolument inestimable, et valait la peine d'être regardée plusieurs fois. On pouvait littéralement voir l'instant précis, où il réalisait que sa fiancée venait d'admettre ouvertement être une chercheuse d'or professionnelle, juste devant ses parents et sa famille élargie. C'est précisément à ce moment-là, que j'ai su que le temps était idéal, pour exécuter le plan que j'avais soigneusement élaboré, au cours des derniers mois. Le mariage de Jessica était officiellement prévu pour le 12 juin, exactement 2 ans après ma propre célébration modeste. Contrairement à ma cérémonie au budget maîtrisé, axée sur le sens plutôt que sur le matérialisme, cela allait être une extravagance spectaculaire de 130 000 €, financée entièrement par Tyler, et par les membres de sa famille de plus en plus inquiets, qui commençaient à poser des questions embarrassantes. Grâce à mon réseau professionnel en expansion, et à mes associations de métiers, j'étais entré en contact avec un comptable judiciaire, spécialisé dans les enquêtes financières pour les affaires de droit de la famille, et les procédures de divorce. Nous avions développé une véritable amitié, et lors d'une de nos conversations régulières autour d'un café, j'ai mentionné avec désinvolture la situation financière, de plus en plus problématique, de ma sœur. « Ta sœur a l'air d'être un sacré numéro », a-t-il observé pensivement, après que j'ai décrit ses habitudes de dépenses. C'est exactement le type de femme qui viderait systématiquement les comptes de quelqu'un, pour disparaître ensuite, si elle pensait pouvoir s'en sortir sans conséquence. Cette conversation spécifique a fait germer une idée, qui allait finalement tout changer, pour toutes les personnes impliquées dans ce drame familial. J'ai commencé à documenter systématiquement les habitudes de consommation de Jessica, en utilisant son propre contenu publié avec fierté sur les réseaux sociaux, comme preuve. Chaque dîner coûteux dont elle se vantait, chaque virée shopping élaborée qu'elle documentait avec des photos, chaque vacances de luxe qu'elle photographiait, et publiait en ligne avec des légendes détaillées. J'ai créé une feuille de calcul,
incroyablement détaillé, pour suivre les coups de son mode de vie, en me basant entièrement sur ses propres preuves, et ses vantardises constantes concernant son train de vie somptueux. Les chiffres étaient absolument ahurissants, une fois compilés, et analysés objectivement. Au cours des 20 mois qui ont suivi le début de ses fiançailles, Jessica avait mené un train de vie qui coûtait environ 9 200 € par mois. Chaque centime était financé par les revenus et les économies de Tyler, sans aucune contribution de sa part. Mais voici ce qui rendait mon plan absolument parfait, et virtuellement infaillible. J'avais aussi suivi attentivement la progression de la carrière de Tyler, via diverses connexions industrielles, et des contacts professionnels dans le secteur financier. Sa firme traversait des difficultés majeures, à cause des changements de marché, et des pressions réglementaires. De plus, des rumeurs de plus en plus sérieuses circulaient, concernant des licenciements massifs à venir pour réduire les coûts. La grande promotion dont Jessica se vantait constamment, pour justifier ses dépenses excessives, elle n'allait jamais avoir lieu, selon mes sources. 2 mois avant la date du mariage, j'ai commencé à faire des mouvements stratégiques, soigneusement calculés, qui allaient tout mettre en mouvement. D'abord, j'ai contacté le père de Tyler, par des canaux professionnels légitimes. Je me suis présenté comme un collègue, et j'ai mentionné que j'étais sincèrement inquiet de certaines rumeurs troublantes, concernant la stabilité financière globale de la firme de Tyler, et ses perspectives d'avenir sur le marché actuel. Oh, vous avez aussi entendu parler des graves ennuis chez Meridian Capital? A-t-il répondu immédiatement, avec une inquiétude évidente. Nous commençons à nous inquiéter nous-mêmes de la situation de Tyler. Il est extrêmement secret sur son travail ces derniers temps, et certaines choses que Jessica raconte ne correspondent absolument pas à ce que nous entendons, de la part d'autres contacts fiables du secteur. J'ai semé juste assez de doutes légitimes, pour qu'il commence à poser les bonnes questions, sans paraître suspect. Deuxièmement, j'ai contacté un gars que je connaissais, qui travaillait directement dans la société de Tyler, mais dans un autre département. Sans jamais mentionner mon lien personnel avec Jessica, j'ai posé des questions générales sur la stabilité de la firme, sous prétexte que j'envisageais des partenariats commerciaux avec eux. Honnêtement, je te recommande fortement de rester loin de tout accord avec eux, m'a-t-il averti. Sérieusement. Nous avons eu 3 vagues de licenciements massifs, au cours de la seule année dernière. Les associés perdent de l'argent rapidement, et Tyler est sur la corde raide depuis des mois. La rumeur au bureau dit qu'il sera probablement parti d'ici l'été. Tout se mettait en place absolument parfaitement, conformément à mon plan. 3 semaines avant le mariage élaboré de Jessica, qu'elle planifiait de manière obsessionnelle depuis des mois, la tempête parfaite a fini par frapper avec une force dévastatrice. Tyler a été purement et simplement licencié, de son poste de banquier d'affaires. Pas seulement renvoyé pour des problèmes de performance, toute sa division a été supprimée, dans le cadre d'une restructuration massive de l'entreprise, visant à réduire les coûts. Son salaire annuel de 210 000 € a disparu du jour au lendemain, tout comme sa structure de bonus substantielle, et ses précieuses options d'achat d'actions, sur lesquelles Jessica comptait tant. Mais Jessica n'avait absolument aucune idée que cet événement catastrophique s'était produit, car Tyler était trop embarrassé, et terrifié, pour lui dire la vérité sur leur situation financière. Il accumulait désespérément les dépenses de mariage sur plusieurs cartes de crédit, depuis des mois, espérant frénétiquement décrocher un autre poste comparable, avant que quiconque ne découvre sa situation réelle, et que le château de cartes ne s'effondre. C'était le moment idéal pour moi de frapper de manière décisive, et d'exécuter mon plan. J'ai créé un compte de messagerie totalement anonyme, et j'ai envoyé au père de Tyler une analyse complète des dépenses documentées de Jessica, au cours des 2 dernières années. J'y ai joint des captures d'écran détaillées de ses publications sur les réseaux sociaux, où elle se vantait constamment de ses achats coûteux, de ses visites dans des restaurants de luxe, de ses virées shopping de créateurs, et de ses voyages élaborés. Le rapport démontrait clairement que Jessica avait systématiquement brûlé environ 165 000 € par an de l'argent de Tyler, uniquement en dépenses de style de vie et en symboles de statut, sans aucun égard pour leur situation financière réelle. J'ai inclus une note, rédigée avec soin, disant que j'étais un associé d'affaires inquiet, qui pensait que la famille devait être pleinement consciente de la situation, avant de prendre des engagements ou des investissements majeurs. Le père de Tyler a immédiatement transmis ces informations détaillées à son fils, avec un message urgent disant qu'il devait tenir une réunion de famille d'urgence, au sujet des habitudes de consommation de Jessica. Et de leurs inquiétudes croissantes concernant le mariage à venir et les obligations financières. Pendant ce temps, Amy m'a informé que la mère de Tyler avait mené sa propre enquête, et découvert que Jessica racontait activement aux gens que Tyler allait être promu associé.
C'était totalement faux, tout comme le fait qu'il cherchait sérieusement des maisons dans la fourchette des 900 000 euros, ce qui était absolument impossible, étant donné leur situation financière réelle. La confrontation finale a eu lieu lors de ce qui devait être leur dernière réunion de planification de mariage, avec les prestataires. Tyler s'est présenté avec ses deux parents, et a présenté à Jessica des relevés bancaires imprimés, montrant clairement qu'il avait accumulé 52 000 euros de dettes de carte de crédit, pour financer ses exigences de train de vie. Son père a présenté l'analyse complète des dépenses que je leur avais fournies. Jessica, a dit Tyler, sa voix tremblant d'émotion et de stress. Nous devons reporter le mariage indéfiniment, jusqu'à ce que nous puissions clarifier notre situation financière, et retrouver une base stable. Selon Amy, qui a entendu chaque détail de la bouche de ma mère par la suite, Jessica a complètement et totalement perdu la tête, de manière spectaculaire. Elle a commencé à hurler qu'il ne pouvait absolument pas reporter, car tout était déjà organisé et payé, avec de l'argent que Tyler ne possédait pas réellement. Elle a accusé les parents de Tyler d'être jaloux de sa réussite, et de son bonheur, et a affirmé qu'ils essayaient délibérément de saboter le mariage, car ils n'avaient jamais pensé qu'elle était assez bien pour leur précieux fils. C'est alors que Tyler a lâché la bombe nucléaire, qui a tout détruit. Jessica, j'ai perdu mon emploi il y a un mois. Nous n'avons pas les moyens de payer ce mariage. Nous n'avons pas les moyens de payer ton train de vie. Nous n'avons les moyens de rien de ce que tu as prévu. La réponse de Jessica fut un moment de pur délice, et elle a montré son vrai caractère. Eh bien, alors trouve un autre emploi immédiatement. C'est ma journée spéciale, et je n'annule absolument rien, juste parce que tu ne peux pas assumer tes responsabilités professionnelles. Tyler est sorti immédiatement. Ses parents l'ont suivi. L'organisatrice de mariage a ramassé son matériel, et est partie sans dire un mot de plus. Juste comme ça, le mariage à 130 000 euros, qui devait avoir lieu dans 3 semaines, était totalement anéanti, et terminé. Les conséquences furent un régal à observer, de ma distance de sécurité, en tant qu'observateur extérieur. Jessica a dû retourner vivre chez mes parents, car Tyler l'a immédiatement expulsée de son appartement, et a changé les serrures. Le lieu du mariage a conservé l'intégralité de l'acompte de 18 000 euros, conformément aux termes du contrat. Le traiteur a gardé 9 500 euros supplémentaires, pour de la nourriture qui ne serait jamais servie. Jessica s'est retrouvée avec une robe de mariée à 9 500 euros, qu'elle ne porterait jamais, et environ 35 000 euros d'autres acomptes et paiements, totalement non remboursables selon le contrat qu'elle avait signé. Mais l'histoire devient encore meilleure, et je ne faisais que commencer ma vengeance. Une semaine après l'annulation du mariage, les parents de Tyler ont envoyé à Jessica une mise en demeure officielle, réclamant 78 000 euros, ce qui représentait tout ce qu'ils avaient investi dans le mariage, désormais perdu à cause de ses attentes financières déraisonnables. Et de son comportement irresponsable. Ils avaient des reçus pour tout. Jessica avait exactement 0 euros, pour rembourser cette dette substantielle, car elle n'avait jamais réellement occupé d'emploi légitime de toute sa vie d'adulte, et n'avait aucune économie. Elle a désespérément tenté de récupérer Tyler, avec des appels en larmes et des excuses, mais il avait déjà commencé à fréquenter une collègue, planificatrice financière certifiée, qui avait son propre appartement, et un compte de retraite bien garni. Mes parents, qui avaient encouragé le comportement capricieux de Jessica pendant des années sans aucune conséquence, se sont soudainement retrouvés à devoir subvenir aux besoins d'une fille de 29 ans, sans emploi, sans économie, sans petit ami. Et avec des attentes de train de vie qu'ils ne pouvaient absolument pas se permettre de maintenir, avec leurs revenus de retraités. C'est à ce moment-là que les appels de plus en plus désespérés ont commencé à pleuvoir, plusieurs fois par jour. D'abord ma mère, avec sa voix culpabilisante, « Alex, je sais que les choses ont été tendues entre nous ces derniers temps, mais Jessica est vraiment en difficulté en ce moment, et elle a besoin du soutien de sa famille. Peut-être pourrais-tu l'aider à trouver un poste, via l'un de tes contacts d'affaires. Tu connais des gens qui réussissent maintenant. » Direction la messagerie vocale, sans hésitation. Je n'ai même pas écouté le message en entier. Puis mon père, avec son ton autoritaire, « Fils, je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout, mais la famille, c'est la famille, et nous nous serrons les coudes. » Jessica a fait quelques erreurs de jugement, mais elle a appris de cette expérience. Peut-être pourrais-tu lui prêter un peu d'argent, pour l'aider à se stabiliser et à se remettre sur pied. Messagerie vocale, encore une fois. Je savourais le silence. Enfin, Jessica elle-même m'a appelé, en pleurant de manière hystérique, « Alex, je sais que j'ai fait de terribles erreurs,
et que je t'ai fait beaucoup de mal. Je sais que je n'ai pas été d'un grand soutien lors de ton mariage, et je suis vraiment désolé pour tout, mais je suis ta sœur, et j'ai désespérément besoin d'aide. Les parents de Tyler menacent de me poursuivre en justice, et je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, peux-tu m'aider à traverser cette période difficile? J'ai finalement décidé de répondre à cet appel précis, car je voulais l'entendre me supplier. Et, Jessica. Oh, merci mon Dieu, Alex. J'avais tellement peur que tu ne veuilles plus me parler. Écoute, je sais que l'histoire de la date du mariage a été compliquée, et que des sentiments ont été blessés, mais tout cela appartient au passé maintenant. J'ai vraiment besoin d'eux. Arrête de parler, immédiatement. Quoi? Je ne comprends pas. J'ai dit, arrête. Voici exactement ce qui va se passer. Tu vas te trouver un travail, un vrai travail, où tu travailleras réellement pour de l'argent, et où tu gagneras un salaire. Tu vas rembourser aux parents de Tyler chaque euro que tu leur dois. Et tu vas accomplir tout cela, sans aucune aide de ma part, absolument aucune. Mais Alex, je ne comprends pas pourquoi tu es si dur. On est de la famille. Grand-père t'a laissé tout cet argent. Tu as ton entreprise prospère. Tu pourrais facilement. Laisse-moi t'arrêter tout de suite. Grand-père m'a laissé cet héritage parce que, moi, j'étais présent à ses funérailles, alors que toi, tu faisais du shopping. Tu sais où tu étais ce jour-là? Tu utilisais la carte de crédit de Tyler au centre commercial. Il m'a laissé cet argent car il a reconnu que j'avais construit quelque chose de significatif dans ma vie, par le travail acharné. Ce n'est pas juste. Je ne savais pas que grand-père notait qui. Bien sûr que tu ne le savais pas. Tu ne prêtes jamais attention à rien, qui ne te profite pas directement et personnellement. Tout comme tu n'as pas fait attention, quand tu as délibérément programmé ta fête de fiançailles le jour de mon mariage, alors que j'avais annoncé la date des mois auparavant. Un long silence inconfortable a suivi, où je pouvais l'entendre respirer. Écoute, a-t-elle dit, reprenant ce ton manipulateur qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Je sais que j'ai fait des erreurs par le passé, mais je suis ta petite sœur. Est-ce que tu ne veux pas que je sois heureuse, et que je réussisse? Tu veux dire, est-ce que je ne veux pas que tu sois à l'aise, sans l'avoir mérité? Non, Jessica. Je ne veux sincèrement plus cela pour toi. S'il te plaît, Alex. Je te supplie littéralement, j'avale ma fierté. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Voici ce que tu peux faire. Trouve un emploi dans un magasin de vente au détail, ou un restaurant, ou n'importe où qui acceptera d'embaucher quelqu'un sans aucune expérience réelle du travail, et sans compétences utiles. Emménage dans un petit appartement, que tu paieras avec tes propres revenus. Et peut-être que dans quelques années, après avoir prouvé que tu peux fonctionner comme une adulte responsable, nous pourrons discuter de l'idée d'avoir à nouveau une relation. Mais qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Tous mes amis vont savoir que les parents de Tyler me poursuivent en justice. C'est totalement humiliant, et embarrassant. Bienvenue dans le monde des conséquences, Jessica. J'ai entendu dire qu'elles sont très instructives, quand on finit par les expérimenter. J'ai raccroché, et je me suis senti mieux que je ne l'avais été depuis des années. Cette conversation a eu lieu il y a 10 mois. Voici où tout le monde en est, dans cette histoire. Jessica a fini par trouver du travail dans un grand magasin du centre commercial, où elle gagne 13 € de l'heure à plier des vêtements. Elle a emménagé dans un tout petit appartement de 2 pièces, avec une colocataire, et elle conduit une Honda Civic de 2010, achetée dans un parc de voitures d'occasion. Son compte Instagram est passé de vantardise sur un style de vie luxueux, à des citations inspirantes génériques, auxquelles personne ne croit et auxquelles personne ne réagit. Elle a eu exactement 4 rendez-vous en 10 mois, tous avec des gars qui ne peuvent certainement pas, et ne voudront pas, financer le train de vie qu'elle exigeait auparavant. La plupart de ses anciens amis ont cessé de la fréquenter, une fois que l'argent s'est tari, et qu'elle n'a plus eu les moyens de sortir. Tyler a décroché un poste dans une firme plus petite, gagnant environ 140 000 €, et s'est fiancé avec la planificatrice financière. Il prévoit un mariage modeste, qu'ils financent entièrement eux-mêmes, sans aucun drame familial. Mes parents ont recommencé à me contacter, mais uniquement parce qu'ils ont besoin de conseils pour la planification de leur retraite, et qu'ils ont réalisé que je m'y connais en gestion d'argent. C'est drôle comme les choses changent, quand ils ont besoin de quelque chose. Jake, mon ancien meilleur ami, m'a envoyé un long SMS d'excuses le mois dernier, disant qu'il n'avait pas compris toute la situation,
et me demandant si nous pouvions nous voir pour discuter. Je n'ai jamais répondu, et j'ai supprimé son numéro. Sarah et moi venons d'acheter une deuxième propriété de vacances au Costa Rica, et nous prévoyons de commencer à essayer d'avoir notre premier enfant l'année prochaine. Mon entreprise devrait générer 425 000 € cette année, et j'envisage de m'étendre sur 2 marchés supplémentaires. Je n'ai jamais donné un seul centime à Jessica, tout au long de son épreuve. Pas quand les parents de Tyler l'ont poursuivie en justice, et qu'elle a dû accepter un arrangement de 40 000 €, payable sur 5 ans. Pas quand elle a été expulsée de son premier appartement, pour loyers impayés. Pas quand elle a accidenté sa voiture, et qu'elle a eu besoin d'argent pour les réparations, et l'assurance. Chaque fois que mes parents suggèrent que je devrais aider ma famille pendant les moments difficiles, je leur rappelle que la famille est censée être présente, pour les mariages et les événements marquants de la vie. Le meilleur moment est arrivé le mois dernier, quand Sarah et moi avons assisté au mariage de notre ami Mike, dans un magnifique lieu en centre-ville. Devinez qui travaillait dans le personnel de service, s'occupant des invités. Jessica ne m'a pas remarqué, mais moi, je l'ai vu clairement tout au long de la soirée, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval réglementaire, vêtu d'un polo d'uniforme noir et d'un pantalon. Portant des plateaux d'amuse-gueule pour des invités qui célébraient la journée parfaite de quelqu'un d'autre, tout en étant payés au salaire minimum, plus les pourboires. La vie a parfois un sens incroyable de la justice, et de l'ironie. Parfois, la vengeance la plus satisfaisante n'est pas de détruire soi-même la vie de quelqu'un. Parfois, il suffit de prendre du recul, et de les laisser détruire leur propre vie, pendant que vous construisez quelque chose d'incroyable, et que vous les regardez faire.